Bonjour, mes chers jardiniers, maraîchers, vous qui ressentez comment la terre murmure ses secrets, comment les herbes se saluent dans le vent, comment les fleurs ouvrent leurs pétales au soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui reste caché aux yeux de la plupart des datchaniques, les élixirs mystérieux pour les plantes. Pas ceux qu'on vend dans les magasins avec des étiquettes éclatantes et des noms compliqués promettant des miracles en 3 jours, mais les vrais, naturels, conservés pendant des siècles dans la mémoire de nos grands-mères et grands-pères, transmis en chuchotant près du poêle, au crépitement d'un feu de camp ou à l'ombre d'un vieux pommier. Ces élixirs ne sont pas de simples engrais, c'est une force vive, le souffle de la terre, une magie qui réveille les jardins, les fait fleurir et fructifier comme si la nature elle-même voulait vous enlacer. Je vais vous emmener sur un sentier plein de mystères, où chaque pas révélera quelque chose de nouveau, chaque histoire vous plongeant plus profondément dans cet univers fascinant. Mais je vous préviens, il y aura de l'intrigue, de la magie, et un secret, le plus grand, le plus précieux, que je garderai pour la fin. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, peut-être avec une couverture sur les genoux, et écoutez bien. Ces histoires ne se répètent pas, et qui sait, vous aurez peut-être envie d'essayer ces secrets dans vos propres plates-bandes. Quand j'étais jeune, c'était il y a longtemps, quand les pigeons roucoulaient sous nos fenêtres plus fort que les moteurs d'aujourd'hui et que les soirs au village sentaient le foin frais et la fumée des cheminées, je pensais tout savoir sur le jardinage. Tu plantes une graine, tu arroses, tu désherbes, tu attends, et voilà ta récolte. Simple comme 2 et 2 font 4. Mais la vie m'a vite montré que la terre n'est pas juste un assemblage de plates-bandes, c'est un livre entier, et il faut le lire avec l'âme, avec patience, et surtout, avec un peu de malice. Dans notre village vivait une vieille femme, petite, sèche, avec des mains comme sculptées dans du vieux chêne et des yeux comme des lacs forestiers, profonds et sages. Son potager était un miracle, un vrai miracle. Les tomates rougissaient comme les joues d'une jeune fille, les concombres craquaient tellement qu'on salivait rien qu'en s'approchant, et les roses fleurissaient jusqu'aux premières gelées, comme si elles ne voulaient pas dire adieu à l'été. J'allais la voir, je regardais par-dessus la petite clôture, je demandais « Comment fais-tu » Tout dépérit chez moi, les carottes sont fines comme des fils, les pommes de terre petites comme des pois, et toi, tu as un paradis ? Elle souriait, secouait la tête comme si elle savait quelque chose que je n'étais pas encore prête à comprendre, et disait « La terre sait ce dont elle a besoin, donne-lui juste la bonne boisson. » Puis elle s'en allait, traînant ses vieilles pantoufles, me laissant perplexe. Une boisson ? Quelle boisson ? De l'eau, peut-être ? Parce que de l'eau, j'en versais à foison, mais ça ne donnait pas grand-chose. Mais les années ont passé, j'ai creusé la terre, j'ai essayé, j'ai appris de mes erreurs, je suis tombée et me suis relevée, comme nous tous dans la vie, et peu à peu, j'ai commencé à trouver des réponses. Ces boissons sont des élixirs, dont personne ne parle à haute voix, qu'on ne met pas en bouteille dans des usines, mais qui font des merveilles. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler leurs secrets, un par un, comme on cueille les pétales d'une marguerite en devinant l'amour. La première chose que vous devez comprendre, tout ce dont vos plantes ont besoin est déjà autour de vous. Pas dans des emballages plastiques remplis de produits chimiques, mais dans les herbes sous vos pieds, dans les restes de la cuisine, dans la pluie qui tambourine sur le toit, dans le vent qui chante dans les branches. Commençons par quelque chose de simple mais mystérieux, l'ortie. Oui, cette ortie qui pique comme un chat en colère et pousse là où on ne l'attend pas, le long des clôtures, près des hangars, dans les coins où personne ne marche. Un été, la chaleur était telle que même les poules se cachaient à l'ombre et que l'air tremblait au-dessus des plates-bandes, j'ai remarqué que mes concombres jaunissaient. Les feuilles molles, les lianes fines, ça faisait mal de les regarder, comme s'ils avaient décidé d'abandonner sans lutter. J'étais déjà prête à courir au magasin pour un « sauveur » en sachet, mais je me suis souvenue de cette vieille femme qui avait murmuré un jour « L'ortie peut tout tirer d'affaire ». J'ai décidé d'essayer, qu'avais-je à perdre ? J'ai mis de vieux gants pour ne pas me brûler les mains, j'ai coupé des orties jeunes, juteuses, avant qu'elles ne fleurissent, avec des feuilles vert tendres, j'en ai rempli à moitié un vieux seau, je les ai recouvertes d'eau du puits et je les ai laissées au soleil. 2 jours plus tard, je suis allée voir, et j'ai failli m'étouffer. L'odeur était comme si quelqu'un avait oublié du kvass sur le poêle pendant une semaine et y avait ajouté des chaussettes usées. Mon mari est passé par là, a froncé le nez et a grogné. « Tu prépares un poison, c'est quoi ?» Je lui ai fait signe de la main. « Ne te mêle pas, c'est pour la terre. » Je n'ai pas abandonné,
je l'ai laissé fermenter quelques jours de plus jusqu'à ce que l'eau devienne vert foncé, comme une boue de marais. Je l'ai filtré avec un vieux chiffon pour retenir les feuilles, je l'ai dilué avec de l'eau, une part pour 10, et j'ai arrosé les concombres directement à la racine. Et que pensez-vous? En une semaine, ils ont repris vie. Les feuilles sont devenues vertes comme repeintes, les lianes ont poussé, et les fruits sont sortis fermes, craquants, de ceux qui vous mettent de bonne humeur dès la première bouchée. Les voisins passaient près de la clôture, regardaient, demandaient « Qu'est-ce que tu leur as donné? Quel est le truc ?» Et moi, je riais, haussais les épaules et disais « Une boisson pour la terre. » Mais je n'ai pas parlé de l'ortie, qu'ils devinent, pendant que je vérifiais si ça marchait encore. Cet élixir d'ortie est le premier pas vers le mystère. Il contient de l'azote, du fer, la force même de la nature qui bat dans ses feuilles urticantes. Il réveille les plantes comme le café du matin nous sort d'une longue nuit. Mais il y a une astuce, ne l'utilisez pas pur, il est trop fort, il brûlerait les racines comme le feu brûle l'herbe sèche. Diluez-le avec de l'eau, une part pour 10, ou mieux pour 12 si votre sol est fragile, et seulement alors arrosez. Et pas sur des fleurs faibles comme les pétunias ou les éillets d'Inde, mais sur celles qui aiment la puissance, concombres, choux, courges, courgettes. Et ne le laissez pas trop longtemps, 1 ou 2 semaines suffisent, sinon il commence à pourrir et devient un poison au lieu d'un remède. Une fois, j'ai laissé un seau trop longtemps, je l'avais oublié derrière la grange, et quand je m'en suis souvenu, l'odeur était telle que j'ai dû le vider en cachette dans un fossé la nuit pour que mon mari ne râle pas. Depuis, je fais attention, dès que ça commence à buller, il est temps de l'utiliser. Mais ce n'est que le début, mes chers. Un automne, les feuilles tombaient déjà, le vent sifflait dans les cheminées comme un vieil accordéoniste, et le ciel était gris comme la laine d'un vieux bélier, j'ai décidé de m'occuper des pommes de terre. Cette année-là, la récolte était maigre, les tubercules petits comme des noix, et la moitié couvert de gales, ces vilaines croûtes qui gâchent tout le plaisir. Je me suis assise sur le perron, j'ai regardé mes plates-bandes et j'ai pensé, qu'est-ce que je fais? Alors je me suis souvenu de cette vieille femme qui avait dit un jour, comme en passant, l'herbe, ce n'est pas juste de la nourriture pour les vaches. J'ai réfléchi, marché dans la cour, observé. Il y avait encore des pissenlits avec des têtes jaunes malgré le froid, et du plantain qui poussait le long du sentier, solide comme un soldat. J'ai décidé de tenter le coup. J'ai ramassé des pissenlits, ceux encore fleuris de jaune, pas les secs ni vieux, et un peu de plantain pour varier. J'ai rempli un vieux tonneau, rouillé mais solide, posé derrière la grange, je l'ai couvert d'eau, j'ai ajouté une poignée de sucre vieux, resté dans le garde-manger, déjà en grumeaux, et je l'ai laissé fermenter sous un couvercle. Une semaine plus tard, j'ai regardé, le liquide était sombre, odorant, avec des bulles comme du vin jeune, celui que mon grand-père gardait au sous-sol. Je l'ai dilué avec de l'eau, une part pour 10, et j'ai arrosé les plates-bandes de pommes de terre avant l'hiver, directement sur la terre pour qu'elles s'imprègnent. Au printemps, j'ai planté de nouveaux tubercules sans grand espoir de miracle. Et que pensez-vous? La récolte a été telle que la pelle pliait sous le poids. Les tubercules ont poussé gros, lisses, propres, sans une seule tache, comme polis par quelqu'un. Les voisins sont revenus, presque avec des carnets. Comment as-tu fait? Que as-tu fait? Et moi, je clignais de l'œil, me frottais les mains et disais « Un élixir de la terre ». Mais je n'ai pas parlé des pissenlits ni du plantain, pas besoin de tout révéler d'un coup. Cet élixir d'herbe est le deuxième secret. Les pissenlits et le plantain nourrissent la terre, lui donnent des micro-éléments, la soignent comme une tisane de grand-mère guérit un rhume ou une gorge irritée. Le sucre est nécessaire pour la fermentation, les microbes du sol aiment le sucré, ils s'activent avec, travaillent comme de petits aides, et les plantes poussent plus fort grâce à ça. Mais ne vous emballez pas, trop de sucre, et le liquide deviendra acide, collant et usel. Et ne le versez pas sur des fleurs ou des jeunes pousses, c'est trop rude pour elles, comme donner du thé fort à un enfant au lieu de lait. Mieux pour les pommes de terre, les carottes, les betteraves, les navets, ceux qui s'accrochent à la terre avec leurs racines. Et si l'odeur vous effraie, car il y en aura, pas de doute, jetez quelques brins de menthe ou de mélisse dans le tonneau. Ça adoucit non seulement l'arôme, mais donne aussi une légèreté aux plantes. Je l'ai fait la deuxième fois que j'ai préparé cet élixir, et les voisins m'ont même demandé « C'est ton thé qui sent comme ça ?» Je riais en réponse. Avançons maintenant vers quelque chose d'encore plus étrange.
Un printemps, la neige venait juste de fondre, la terre respirait encore le froid, et l'air était humide comme un drap après la lessive. J'ai remarqué que mes framboisiers dépérissaient. Feuilles petites, presque pas de bail, les arbustes semblaient fatigués de vivre, les branches tombantes comme les épaules d'un vieillard. Alors une idée m'est venue, et si je leur donnais plus que de l'eau, quelque chose de plus vivant? Je me suis souvenu qu'enfant, avec mon frère, nous pêchions dans l'étang derrière le village des petits poissons argentés, aux nageoires pointues. Les restes, écailles, têtes, entrailles, ma grand-mère ne les jetait jamais, elle les enterrait sous les pommiers en disant « La terre aime le poisson autant que nous ». J'ai décidé d'essayer. J'ai ramassé des déchets de poisson, pas beaucoup, 1 ou 2 poignées qui restaient après avoir nettoyé des perches pour la soupe, je les ai mis dans une vieille casserole, couvert d'eau, et laissé 3 jours sous un couvercle. L'odeur, je vous le dis, n'était pas pour les âmes sensibles, les chats du quartier se sont rassemblés autour jusqu'à ce que je pose une pierre sur le couvercle pour qu'ils ne le volent pas. Puis j'ai filtré ce liquide trouble, brillant à cause des écailles, je l'ai dilué avec de l'eau, 1 part pour 20, pas moins, et j'ai arrosé les framboisiers directement à la racine. En 1 mois, les arbustes ont repris vie, les feuilles sont sorties épaisses, vert foncé, les baies sont devenues rouges, sucrées comme des bonbons, de celles que les enfants des voisins essayaient de cueillir par-dessus la clôture. Les voisins n'en croyaient pas leurs yeux, touchaient les branches. Qu'est-ce que tu leur as fait? C'est de la sorcellerie? Et moi, je souriais, haussais les épaules, je leur ai donné à boire quelque chose. Mais je n'ai pas parlé du poisson, qu'ils pensent à de la magie pendant que je testais. Sur d'autres arbustes. Cet élixir de poisson est le 3e pas vers le mystère. Il contient du phosphore, du calcium, tout ce dont les racines ont besoin pour se renforcer et s'agripper à la terre. Mais il est sournois, trop, et la terre, se guève, commence à sentir comme un marais après la pluie, et au lieu d'aider, ça nuit. Diluez-le bien, 1 part pour 20, ou mieux pour 30 si le sol est léger, et utilisez-le seulement pour les arbustes ou les arbres, framboisiers, groseilliers, groseilles à maquereaux, pommiers, poiriers. Et ne le laissez pas trop longtemps, 3 ou 4 jours, et il faut l'utiliser, sinon il pourrit et se gâche. Une fois, j'ai oublié une casserole comme ça pendant 1 semaine, quand je l'ai ouverte, j'ai failli tomber. J'ai dû expliquer à mon mari pourquoi la cour sentait comme un marché aux poissons pendant que je vidais ça en cachette dans un coin du potager. Depuis, je surveille, si l'odeur devient forte, c'est le moment d'agir. Mais ce n'est pas tout, mes chers, nous commençons à peine à plonger dans les énigmes. Un été, la chaleur était comme un four, les oiseaux se taisaient, le soleil brûlait tellement que la terre se fissurait, j'ai décidé d'aider mes roses. Elles étaient vieilles, héritées de ma grand-mère, avec des bourgeons rouges foncés, mais elles ont commencé à dépérir, pétales petits, bourgeons qui fanaient avant de s'ouvrir. Alors je me suis souvenu de cette vieille femme qui avait murmuré un jour, « Le café n'est pas juste pour les gens ». Chez moi, il restait toujours du marc de café noir, humide, avec cette odeur amère qui colle aux doigts. D'habitude, je le jetais à la poubelle ou au compost, mais là, j'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai ramassé le marc pendant 1 semaine, après chaque tasse, je le versais dans un bocal pour ne pas le gâcher, je l'ai mélangé avec de l'eau, 1 verre par seau, j'ai ajouté 1 cuillère de miel pour lui donner vie, j'ai remué et j'ai arrosé les roses à la racine. En 2 semaines, elles ont repris vie, les bourgeons se sont ouverts, les pétales sont devenus veloutés, et le parfum, si doux et profond que même les abeilles bourdonnaient plus fort que d'habitude. Les voisins passaient près de la clôture, reniflaient l'air, demandaient « Ce sont tes roses qui sentent comme ça? Avec quoi les nourris-tu » Et moi, je hochais la tête, souriais, un élixir pour les fleurs. Mais je n'ai pas parlé du café, qu'ils devinent, pendant que je testais sur d'autres fleurs. Cet élixir de café est le 4e secret. Le marc contient de l'azote, du potassium, de l'acide que la terre adore, comme nous adorons une tarte à la confiture. Le miel le réveille, le rend vivant, ajoute une douceur qui ranime les racines. Mais ne l'utilisez pas pour les légumes, ils n'aiment pas, c'est trop subtil pour leur force brute. Par contre, les roses, les hortensias, les pivoines, même les lys, en raffolent, elles fleurissent comme si elles voulaient vous surprendre. Et ne jetez pas le marc sec directement sur le sol, il s'acidifiera, se compactera et fera du mal, comme du pain oublié qui moisit. Seulement dans l'eau, seulement frais, sinon il n'y a pas de magie.
Une fois, j'ai essayé de répandre le marc sec sous un arbuste pour gagner du temps, et j'ai passé 6 mois à enlever une croûte noire qui étouffait les racines. Depuis, seulement en infusion, avec du miel, et le résultat est là. Maintenant, vers quelque chose de vraiment mystérieux qui m'a surprise moi-même. Un hiver, le froid craquait dehors, les fenêtres se couvraient de motifs comme de la dentelle, et j'étais assise près du poêle à me chauffer les mains en pensant au jardin. Une idée m'est venue, et si un élixir pouvait être fait avec ce qui semble être des déchets? Je me suis souvenu que ma grand-mère ramassait toujours les coquilles d'œufs blanches, fragiles, qui crissent sous les doigts quand on les casse. Elle les séchait sur le rebord de la fenêtre, les écrasait dans un mortier et les répandait sous les plantes, disant « La terre a aussi besoin d'os ». J'ai décidé de tenter. J'ai ramassé les coquilles d'une douzaine d'œufs, après avoir fait une tarte avec des œufs, il en restait plein, je les ai broyés dans un mortier jusqu'à obtenir une poudre fine, je les ai mises dans une vieille cruche, couverte d'eau, et j'ai ajouté une goutte de vinaigre, juste un peu, pour qu'elles se dissolvent. Je l'ai laissé reposer un jour sous un couvercle, puis je l'ai filtré avec un tamis, l'eau est devenue trouble, avec un léger éclat, et j'ai arrosé sous des pommiers qui n'avaient pas donné de fruits depuis 2 ans, ne laissant tomber que des feuilles et offrant de l'ombre. Au printemps, ils ont fleuri, comme un nuage blanc, comme dans leur jeunesse, et en automne, ils ont donné des pommes grosses, juteuses, avec une pointe d'acidité, de celles que les enfants des voisins escaladaient la clôture pour voler jusqu'à ce que je les leur offre moi-même. Les voisins sont revenus, presque en s'inclinant. « Comment as-tu fait? D'où viennent ces fruits ?» Et moi, je souriais, me frottais les mains, la terre a bu sa boisson. Mais je n'ai pas parlé des coquilles, c'était mon petit sortilège, mon secret personnel. Cet élixir de coquille est le 5e pas vers le mystère. Il contient du calcium, que les racines aiment autant que nous aimons du pain chaud avec du beurre. Le vinaigre aide à le libérer dans l'eau, pour que les plantes puissent prendre cette force. Mais n'en mettez pas trop, 1 ou 2 gouttes par litre, et c'est assez, sinon l'odeur deviendra forte comme de l'acide de vinaigre et les racines le rejetteront. Utilisez-le sous les arbres, les arbustes, même les fraises ou les framboises sauvages, et la terre reprendra vie, deviendra plus solide, comme des os après un bon bouillon. Mais ne le laissez pas trop, 1 ou 2 jours, et il faut l'utiliser, sinon il commence à fermenter et perd son pouvoir. Une fois, j'ai laissé un mélange comme ça 1 semaine, je pensais qu'il deviendrait plus fort, mais il a moussé et sentait si fort que mon mari a râlé. « Tu fais du vinaigre ?» J'ai dû le jeter, mais j'ai retenu la leçon. Entrons maintenant encore plus loin, vers quelque chose que je n'ai pas cru au début. Un été, le soleil brûlait, l'herbe était sèche comme de la paille, et l'air lourd comme avant un orage, j'ai décidé de sauver mes tomates. Ils poussaient bien, mais soudain ils ont commencé à flétrir, les feuilles s'enroulaient, les fruits se fendillaient, comme si quelqu'un les avait maudits. Alors je me suis souvenu de cette vieille femme qui avait dit un jour, en regardant le ciel, « La levure aime la terre autant que la pâte. » De la levure ? J'étais surprise, mais j'ai décidé d'essayer. J'ai pris des restes de levure vieille, sèche, d'un paquet qui traînait depuis 1 an dans le garde-manger, je l'ai dissoute dans de l'eau tiède, ajouté 1 cuillère de sucre pour la réveiller, et je l'ai mélangé dans un seau avec l'élixir d'herbe, celui au pissenlit et plantain. Je l'ai laissé un jour au soleil jusqu'à ce qu'il commence à buller comme de la bière. Je l'ai dilué avec de l'eau, 1 part pour 10, et j'ai arrosé les tomates. En 3 jours, ils ont repris vie, les feuilles se sont dépliées, les fruits se sont remplis, les fissures se sont refermées, et le goût était tel que je n'y croyais pas, sucré, avec une touche d'acidité, comme dans mon enfance. Les voisins ont goûté, secouaient la tête, « C'est une nouvelle variété ?» Et moi, je riais, « Non, un vieil élixir. » Mais je n'ai pas parlé de la levure, qu'ils pensent à un miracle. Cet élixir de levure est le 6e secret. La levure réveille la terre, lui donne vie, comme le levain donne vie au pain. Elle travaille avec les herbes, les renforce, rend le liquide vivant comme un souffle. Mais ne l'utilisez pas pur, c'est trop fort, les racines ne le supporteraient pas. Et pas sous les fleurs, seulement pour les légumes, tomates, poivrons, aubergines. Et ne le laissez pas trop, 1 ou 2 jours, tant qu'il bulle, et il faut l'utiliser. Une fois, je l'ai laissé trop longtemps, il a fermenté tellement que le seau a failli éclater, et l'odeur était comme un tonneau de bière. Depuis, je surveille de près. Et maintenant, nous arrivons au principal, ce que j'ai gardé jusqu'à la fin, comme le dernier morceau de tarte sur l'assiette. Il y a 5 ans, j'ai remarqué que tous ces élixirs d'ortie,
d'herbes, de poissons, de café, de coquilles, de levures fonctionnent mieux s'ils sont chargés. Comment? Avec la pluie. Oui, cette eau qui tombe du ciel, pure, vivante, avec une odeur d'ozone. Une fois, après un orage, le tonnerre grondait, les éclairs brillaient, le vent pliait les arbres, j'ai laissé un tonneau d'élixir d'ortie à l'air libre. La pluie a plu toute la nuit, y ajoutant sa force, et quand j'ai arrosé les tomates le matin, ils ont poussé si gros que chaque fruit faisait la taille d'un poing, lourd comme une balle. J'ai commencé à expérimenter, j'ai laissé tous les élixirs sous la pluie, l'herbal sous les pommiers, le poisson sous les framboisiers, le café sous les roses, les coquilles sous les fraises, la levure sous les poivrons. Et chaque fois, le résultat était meilleur qu'avec sans pluie. Les feuilles devenaient plus vertes, les fruits mûrissaient plus vite, les fleurs sentaient plus fort. Pourquoi? Je ne sais pas précisément. Peut-être que la pluie est le souffle du ciel, qui réveille la terre plus que nous ne le pouvons. Peut-être une magie ancienne que nous avons oubliée, mais qui vit dans chaque goutte. Ou peut-être juste un hasard que j'ai remarqué. Mais essayez, mettez un seau d'élixir sous une averse, laissez-le absorber cette force, puis arrosez vos plates-bandes, vous verrez comment le jardin reprend vie, comment il respire à plein poumon. Et une dernière histoire, pour que vous voyiez jusqu'où ça peut aller. Un automne, le froid approchait, les feuilles crissaient sous les pieds, et le ciel était bas et lourd, j'ai décidé d'aider mes groseilliers. Ils étaient vieux, 15 ans de croissance, mais les baies devenaient petites, acides, comme si l'arbuste en avait assez de vivre. Alors je me suis souvenu de ce que ma grand-mère avait dit un jour, la terre aime la chaleur autant que nous. J'ai décidé de faire un élixir chaud. J'ai pris une poignée de camomille séchée, celle que j'avais ramassée l'été pour le thé, ajouté une pincée de cannelle d'un vieux pot, couvert d'eau bouillante comme pour une tisane, et laissé reposer jusqu'au matin. Puis je l'ai refroidi, mélangé avec l'élixir d'ortie, celui qui avait déjà fermenté, et j'ai arrosé les groseilliers. Au printemps, ils ont repris vie, les branches ont verdi plus fort que jamais, et les baies sont sorties grosses, noires, avec un goût que je ne croyais pas possible. Les voisins ont goûté, s'étonnaient, c'est un nouvel arbuste? Et moi, je secouais la tête, non, un vieil élixir. Mais je n'ai pas parlé de la camomille ni de la cannelle, c'était mon petit secret. Cet élixir chaud est le 7e secret. La camomille soigne la terre, la cannelle lui donne de la chaleur, et avec l'ortie, elle réveille les racines comme une tisane chaude nous ranime une nuit d'hiver. Mais ne le versez pas chaud, refroidissez-le, sinon les racines cuiront. Et pas pour les légumes, seulement pour les arbustes ou les arbres. Et pas souvent, une fois par saison, pour que la terre ne s'habitue pas. J'ai essayé 2 fois de suite, et les groseilliers se sont vexés, ont donné moins de bail. Depuis, 1 fois par an, et ça suffit. Voilà tout, mes chers. Les élixirs mystérieux ne sont pas des contes, mais une vérité cachée dans l'ortie, les pissenlits, les restes de poisson, le marc de café, les coquilles d'œufs, la levure, la camomille à la cannelle. Donnez-leur de l'eau, un peu de fermentation, une touche de magie et la charge de la pluie, et votre jardin fleurira comme dans vos rêves, portera des fruits comme dans vos meilleures années. Et si les voisins demandent comment vous avez ces roses, ces tomates ou ces groseilles, faites un clin d'œil et dites, la terre sait quoi boire. Qu'ils devinent jusqu'à l'été prochain, pendant que vous testez ces secrets dans vos plates-bandes. Moi, je vais mettre la bouilloire, la soirée est longue, et j'ai encore des mystères à partager. Peut-être la prochaine fois, je vous raconterai comment les pelures d'oignons ont sauvé mes tulipes. Mais c'est une autre histoire.